à Madame Solange Kona de se présenter. Votre micro, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Dr Kono Solange, médecin du travail à la Commission nationale de la francophonie. Merci. Merci, docteur. Alors, sans plus tarder, nous allons demander aux membres du Hub connecté de se présenter avant de donner la parole à la coordinatrice générale. Les membres du Super Hub. Il peut encore permettre aux autres participants de se connecter, comme on n'est pas encore le temps qu'on est. Il y a docteur Traoré ou moi qui est connecté. Tu peux donner la parole. Docteur Nico ici qui est connecté. Tu peux également lui donner la parole. Alors, bonjour. 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 Alors, vous m'entendez? Allô, bonjour. Oui, nous vous entendons. Voilà, je suis docteur Oumar Traoré, médecin santé publique chargé de la formation à la direction communale de la santé de Kaloum à Conakry, en Guinée. Et je suis avec ma directrice communale de la santé. Je vais lui donner aussi la chance de se présenter. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, je n'arrive pas à me connecter sur ma tablette. Je serai obligée de suivre avec vous ici. Si donc, habituellement, je me connecte souvent dans les formations. Je suis la directrice communale de la santé de Kaloum. Je suis docteur Dabo. Et voilà, je suis spécialiste en gestion. Je suis spécialiste en gestion des projets et programmes de santé. OK, merci beaucoup. Merci à vous d'être connectés malgré les difficultés de connexion. En tout cas, nous sommes heureux de vous accueillir dans la communauté et venons apprendre des uns des autres. Merci de votre présence. Oui, docteur, notre Dédé Siloué, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, excusez-moi, je ne vais pas pouvoir voir mon visage. Je suis docteur Sylvie, directrice départementale de la santé. Allez, bonne session à nous tous. Merci beaucoup. Tu vas avoir beaucoup d'affilés. Ceux qui n'ont pas la parole, est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Monsieur Kwaku, comme vous étiez en train de parler, présentez-vous en même temps. Kwaku Kamena, Jean-Claude. Est-ce que vous pouvez vous présenter en même temps à la communauté? Vous avez fermé votre caméra. OK. D'accord. Qui ne s'est pas encore présenté encore? Notre aîné, docteur Geneviève Nekouressi. Bonjour à vous. Bonjour, docteur Kwasi. Je suis docteur Nekouressi Geneviève. Je prononce ça bien à cause de docteur Kwasi. Épouse Saki. Je ne sais pas comment dire. Je suis membre de la communauté, j'espère. Oui. Et je prends toujours plaisir à me connecter. Je m'excuse pour les sessions passées, je n'étais pas disponible. Oui, c'est vrai. Nous avons constaté votre absence, mais aujourd'hui, vous êtes là. Voilà, vous nous avez manqué, hein. En tout cas, merci. Bon retour dans la communauté. OK. OK. Docteur Kofi, c'est bon de ton côté? Je vais te redonner la parole pour que tu poursuives. Oui, c'est bon. La connexion est établie. Georgette Ngoran, bonjour. À où est-ce que vous pouvez vous connecter? Et pour vous présenter. Notre expert Georgette Ngoran, ton micro est fermé.
D'accord. Ok, donc tu peux continuer les présentations. D'accord. Alors donc, nous allons demander aux membres du hub de se présenter. Je pense que l'expert du jour est déjà connecté. On a déjà pris 10 minutes de retard. Donc, est-ce que les membres du super hub peuvent se présenter déjà? Monsieur Konaté? Bonjour à tous, je suis Moussa Konaté, je suis le IT du CPE Eco Industrie Côte d'Ivoire. Mais je n'assure pas le rôle de IT aujourd'hui, c'est D'accord, M. merci Monsieur Akoré. Konaté. Est-ce que les autres... C'est M. Akoré qui est le IT du jour. D'accord, super. Est-ce que les autres membres du hub peuvent se présenter? Allô? Oui, alors, Oui, bonjour à tous. Je suis Akore Kegan, IT du Hub Coach Congrès, membre du Super Hub et IT de la session de... Merci, merci beaucoup. Est-ce que Madame Kwame Geneviève peut se présenter? Geneviève n'est pas là. Hein. D'accord. C'est un autre membre. Donc, je me présente pour les nouveaux membres. Moi, c'est Dr. Kwasi. Je suis chargée de coordonner le programme, les programmes éco au niveau de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. En tout cas, bonne session à nous tous avec cette thématique de la santé mentale. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Dr. Kwasi. Merci pour tout ce que vous faites pour l'évolution du projet ECO en Côte d'Ivoire. Alors, avant de donner la parole à l'expert du jour qui se présentera avant de démarrer ces présentations, je voudrais rappeler rapidement les conditions d'une bonne session. Nous prions tous les participants de garder le micro fermé, les caméras ouvertes pour une meilleure session interactive. Pardon. Et donc, nous vous prions donc de respecter ces consignes. Si vous voulez prendre la parole, veuillez à lever la main et le facilitateur que je suis vous donnera la parole. Merci. Alors, nous allons demander à docteur, l'expert du jour, si elle est connectée. Oui, je suis prendre la connectée. parole. D'accord. Bonjour docteur, soyez la bienvenue. Merci, je suis donc Madjara Animataki. Je suis psychiatre, psychothérapeute en poste au Programme national de santé mentale. Et je suis aussi master de neurosciences et attaché de recherche en poste donc au laboratoire de neurosciences à l'UFR Biosciences, Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Côte d'Ivoire. D'accord. Merci, docteur. Merci pour tous les efforts que vous consentiez pour assurer l'expertise et l'accompagnement de ce projet. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comme nous avons dit, il s'agit donc des syndromes post-Covid et santé mentale. Donc, ce jour, il n'y aura pas de présentation des cas. Je pense que l'expert du jour va nous faire donc des présentations des cas cliniques. Et donc, nous allons lui donner la parole. Merci beaucoup, docteur. Personnellement, je n'ai pas non plus de cas à présenter. Cependant, je voudrais demander aux participants si au cours de leur prise en charge, il y a quelqu'un qui a donc rencontré des difficultés qu'ils pensent être psychologiques ou psychiatriques avec un patient pour qu'on puisse peut-être échanger et que je puisse donner des éclairages là-dessus. Donc,
Mesdames et messieurs, chers membres de la communauté, je souhaiterais donc que vous puissiez partager une expérience avec nous pour qu'on puisse être plus factuel et plus concret. Chers participants, est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un dans sa pratique qui a été confronté à un cas qui voudrait partager avec nous ce soir? Allô? Allô, on vous entend, docteur? Il n'y a pas assez de mains aujourd'hui, hein, les membres de la communauté. Aboulaye Koulibaly, à Katiola, est-ce que vous pouvez nous partager? Vous aviez un centre de prise en charge à Katiola pendant la COVID aiguë? Oui, oui, on avait un centre de prise en charge. Allô? Oui, Vous m'entendez? voilà. Est-ce qu'il y a des expériences à partager par rapport à ce que l'expert a demandé? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Docteur Koulibaly, est-ce que il vous est arrivé de revoir certains patients que vous avez gérés dans votre centre de prise en charge? Bon, nous, on n'a pas eu de vrais cas de Covid chez nous ici, hein. On avait une série de prises en charge, mais on n'a pas eu de cas qu'on a hospitalisés, tels que des cas de Covid. D'accord, merci beaucoup, docteur. Mais est-ce que vous n'avez pas eu des cas et après la maladie, même s'ils n'ont pas été hospitalisés, qui ont présenté un certain nombre de difficultés? Non, pas à mon niveau en tout cas. Ah, Parce que celui-même qui était chargé de. C'est celui qui était le responsable de la prise en charge. Bon, actuellement, lui-même n'est plus ici, donc c'est lui qui, quand il y avait les cas suspects, c'est lui qui, à lui on a adressé. C'est lui qui faisait toutes les investigations et puis il fait les prélèvements pour envoyer au-dessus. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a également le DD de Sikensi, hein. L'une de nos fidèles. Est-ce qu'elle peut nous partager son expérience au niveau de son district, s'ils ont eu des cas à gérer? Docteur Vassilier, on veut entendre ta voix, donc ton micro est fermé. Docteur Vassilier, ton micro est fermé. D'accord. Donc, Madame l'experte, aujourd'hui, là, les membres de la communauté sont moins bavards, hein? Ça ne me surprend pas beaucoup parce que c'est toujours comme ça quand il s'agit de santé mentale. Donc, peut-être qu'on va aller sur la présentation et ça leur permettra de réactiver des souvenirs. D'accord. Donc, il s'agit pour moi aujourd'hui de parler donc du syndrome post-Covid ou de la Covid longue et de ses liens avec la santé mentale. Comme nous le savons tous, après avoir été secoués par la pandémie à Covid, il s'est avéré que certaines personnes présentaient donc des symptômes prolongés, soit qui continuaient malgré qu'ils aient été déclarés guéris,
soit qui se manifestaient donc après un rétablissement initial. Et c'est ce qui a amené donc la communauté scientifique à donner à ces manifestations le nom de Covid long ou de syndrome post-Covid. Et on a pu constater que ces manifestations s'exprimaient donc à divers niveaux et pouvaient concerner donc les différents organes du corps, avec des répercussions sur la capacité de la personne à mener ses activités quotidiennes et ou à travailler. Pour que nous soyons donc nous ayons la même compréhension de ce qui va se dire, je souhaite partager avec vous la définition de l'OMS sur la santé mentale. Donc, ce que l'OMS appelle santé mentale, un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter sa contribution à la communauté. Il faut bien comprendre que la santé mentale est partie intégrante de la santé et du bien-être. Et la santé mentale influence nos capacités à prendre des décisions, à nouer les relations et à bâtir le monde dans lequel nous vivons. En termes simples, donc, la santé mentale concerne, c'est la façon dont nous pensons, la façon dont nous agissons et la façon dont nous réagissons dans nos relations avec les autres. Il y a donc un aspect cognitif, intellectuel, ça concerne donc la façon dont nous pensons, un aspect comportemental, la façon dont nous agissons et la façon dont nous réagissons, nous établissons nos relations avec les autres, donc un aspect affectif. Cette présentation va donc concerner dans un premier temps les aspects psychiatriques du syndrome post-Covid. Ensuite, nous allons voir quels sont les effets ou les manifestations de ce syndrome sur la qualité de vie, quels sont les facteurs de risque qui peuvent nous permettre d'anticiper et ensuite nous allons voir la prise en charge et comment on peut prévenir donc ce syndrome. Diapo, s'il vous plaît. Donc, au niveau... merci. J'ai mis cette diapo-là pour bien montrer comment le syndrome post-Covid se manifeste au niveau... Vous pouvez revenir à la diapo précédente, s'il vous plaît. Diapo précédente qui montre... Non, ensuite, celle qui suit le plan, qui montre les... Allons-y, voilà. Merci. Donc, qui montre cette diapo qui montre les effets, les différents organes atteints par le syndrome post-Covid. On peut voir qu'ils sont multiples. Et lorsque on reprend la définition de la santé mentale, on voit donc que toute atteinte physique peut agir au niveau de la santé mentale. Et c'est de ce dont nous allons parler. Diapo suivante. Cette présentation s'appuie donc sur une revue documentaire qui a rassemblé des études de cohorte, des méta-analyses et des revues critiques. Globalement, le délai d'évaluation portait sur 3 à 8 mois après l'épisode clinique, l'épisode aigu. Il s'agissait essentiellement d'auto-évaluation. Les participants ont été beaucoup interrogés par téléphone et parfois il s'agissait d'entretien donc avec le soignant. Les différents syndromes psychiatriques
ont été déterminés selon les critères du DSM-5, qui est le manuel statistique et diagnostique des troubles de la santé mentale, qui est un document qui a été élaboré par l'Association américaine de psychiatrie et qui est le document de référence, un des documents de référence. Et les patients étaient parfois aussi évalués par des échelles telles que le MINI, qui est une échelle d'investigation des manifestations mentales, des troubles de la santé mentale, l'IESR, qui est l'échelle d'impact des événements, R pour dire révisé, Eurocall 5 dimensions, qui est une échelle européenne qui évalue la qualité de vie et qui est couplée souvent à l'Eurocall VAS. VAS pour dire que c'est l'échelle analogique visuelle d'évaluation de la qualité de vie. Un autre instrument qui est le Promise Global Health Instrument. Là, donc, ces échelles d'évaluation donc, ont permis d'objectiver un peu plus quelque chose qui pouvait être assez subjectif parce que c'était l'évaluation des personnes. Diapo, s'il vous plaît. Donc, dans cette revue, nous avons donc pu retrouver les différents syndromes suivants: des troubles du sommeil, environ 45%, des troubles anxieux, anxiété, donc dont les incidences, les taux d'incidence variaient entre 15 et 45% selon les études. Les troubles dépressifs dont le taux d'incidence variait entre 12 et 35% selon les études. Les troubles neurocognitifs avec une incidence de 10 à 30%. 26% des personnes ont estimé avoir des difficultés dans leurs activités quotidiennes, dont 10% exprimaient des difficultés dans les soins personnels. Et enfin, on a aussi recensé des troubles liés au stress post-traumatique avec une incidence de 10 à 42%. Un exemple donc de ces méta-analyses et de ces revues, nous avons dans une cohorte rétrospective qui a réuni quand même 236 379 patients. Et dans cette méta-analyse-là, dans cette revue plutôt, l'incidence d'un diagnostic neurologique ou psychiatrique au cours des 6 mois qui ont suivi l'infection était de 34%, avec 17,5% de symptômes anxieux et 13,5% de symptômes dépressifs, personnes qui exprimaient donc des symptômes dépressifs. Dans la cohorte Comeback, qui a réuni 478%, cette cohorte Comeback c'est une cohorte qui a été suivie donc à l'hôpital Bicêtre de Paris, a retrouvé plus de 20% de troubles psychiatriques en post-Covid, avec 13,6% de troubles dépressifs et anxieux, mais on a pu diagnostiquer chez certains des épisodes dépressifs majeurs. Et plus de 5% des patients ont exprimé un risque suicidaire significatif. Il y a eu aussi une méta-analyse qui a regroupé 19 études avec un total de 11 324 patients, qui a retrouvé 31% de troubles du sommeil, 23% de symptômes anxieux et 12% de symptômes dépressifs. Donc, pour que nous nous entendions bien et que nous comprenions bien de quoi il est question, lorsque je parle de dépression, je parle de troubles anxieux, je parle de troubles liés au stress post-traumatique,
Je vais vous présenter donc de façon simple. J'ai pas voulu prendre les critères DSM-5 parce que ils sont un peu longs et un peu compliqués, mais de façon simple pour que vous puissiez, donc lorsque vous allez vous retrouver en face de vos patients, rechercher les éléments simples qui vont vous permettre d'orienter avant d'adresser à un spécialiste. Diapo suivante, s'il vous plaît. Nous allons commencer par la dépression. Donc, la dépression va se traduire par un manque d'énergie, une fatigue chronique, un manque d'intérêt pour les choses. La personne se désintéresse des choses qui l'intéressaient avant. Elle a tendance à se dévaloriser, à penser qu'elle ne vaut plus rien, elle n'est pas capable de faire les choses. Elle est incapable de se projeter dans des activités, de se projeter dans l'avenir. C'est un peu comme si son futur est bloqué. L'humeur se modifie. On note une tristesse qui peut être importante. Alors, on décrit cette tristesse comme une tristesse importante la plus grande partie de la journée, de façon répétée, tous les jours, depuis au moins 2 semaines. La personne est irritable. Chez nous, ici, on dit elle est nerveuse. L'humeur est souvent instable. Pour rien comme ça, la personne va changer, devenir triste. Parfois, l'humeur peut être un peu normale, mais il y a de grandes variations dans l'humeur. On note aussi des troubles du sommeil. Et une des complications importantes, le risque majeur de la dépression, donc ce sont les idées suicidaires, voire la tentative de suicide, voire encore le suicide qui va réussir. Donc ça, c'était pour la dépression. On va continuer sur l'anxiété. L'anxiété, donc, qui se définit comme un trouble émotionnel qui va se manifester par un sentiment d'insécurité, d'appréhension, de tension, de malaise, de terreur face à un péril de nature indéterminée. Pour faire simple, on a tendance à définir l'anxiété comme une peur sans objet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation, on ne peut pas faire de corrélation entre la réaction de l'individu et la situation, l'événement qui va provoquer cette réaction. Et l'anxiété va se manifester par des sensations au niveau physique, par des sensations de tension dans le corps, un nœud dans la gorge, l'estomac noué, la gorge nouée, une sensation de lourdeur dans le ventre, des difficultés à se concentrer, agitation, inquiétude, sentiment d'être sur le qui-vive, etc. Et au plan psychologique, on va donc avoir une variation de l'humeur avec des excès de colère, un isolement social, un repli sur soi, un manque d'estime de soi, et parfois on peut retrouver une dépendance affective qui va se traduire par le besoin de la personne, donc d'avoir quelqu'un en permanence à côté de lui, comme si, parce que cette présence-là le soulage. Les complications de l'anxiété, donc ça va être l'association ou l'évolution vers un état dépressif. Et parfois, on va se retrouver avec des phénomènes de dépendance pharmacologique à des médicaments, aux anxiolytiques, dépendance à l'alcool. Souvent, les personnes te disent que ça leur permet de retrouver une espèce de contrôle et de se calmer, voire une dépendance à une consommation de produits beaucoup plus toxiques, classés donc dans les toxicomanies,
et puis la dépendance relationnelle dont j'ai parlé dans les manifestations psychologiques. Et l'anxiété peut être invalidante parce qu'elle va empêcher donc, de par ces manifestations, elle va entraver l'adaptation de la personne à ses activités quotidiennes. Diapo, s'il vous plaît. Donc, après l'anxiété, le troisième syndrome que nous allons présenter, c'est les troubles liés au stress post-traumatique, des TSPT. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un trouble de la santé mentale qui survient lorsque la personne est confrontée à un événement qui est extrêmement traumatisant, un événement qui provoquerait donc des symptômes de détresse chez la plupart des individus. Un événement qui crée ce qu'on appelle de l'effroi, c'est-à-dire une sensation de peur intense. C'est cet événement qui te permet de te dire, qui fait que tu te dis, mais je vais pas m'en sortir, je vais mourir bientôt. Et on peut bien le comprendre concernant la maladie à COVID. Dans les premiers temps de COVID, moi, j'étais à ce moment-là, je faisais le soutien psychologique dans les centres de prise en charge de COVID et on a bien pu voir comment donc certaines personnes avaient ce sentiment d'effroi. Et je parle des personnes qui ont été prises en charge pour COVID, mais aussi la perception même de la maladie était quelque chose d'assez effrayant. Ce trouble lié au stress post-traumatique va donc se manifester au plan physique et psychique. Notamment, il se caractérise par ce qu'on appelle des reviviscences, ce sont des flashbacks. Donc, la personne va revoir des situations dans lesquelles elle s'est trouvée en danger. Elle peut revivre son hospitalisation, surtout si elle a été en réanimation. Elle va revivre donc ces situations qui ont provoqué de l'effroi. Et elle va avoir ce qu'on appelle des conduites d'évitement. Ça va être par exemple quelqu'un qui va refuser de parler de son hospitalisation, quelqu'un qui va refuser même d'entendre le mot Covid. Elle va éviter donc tout ce qui peut lui rappeler ce moment difficile. Et elle va manifester ce qu'on appelle l'hypertonie neurovégétative, les signes neurovégétatifs, être sur le qui-vive en permanence, avoir tous les signes qu'on voit avec l'anxiété, qui-vive, tension musculaire, tremblement, palpitations, etc. Et l'apparition d'un trouble lié au stress post-traumatique va altérer de façon significative la vie personnelle, sociale et ou professionnelle de l'individu qui en souffre. Diapo, s'il vous plaît. Et donc, l'IESR, cette échelle d'évaluation des symptômes du trouble du stress post-traumatique a retrouvé dans l'étude où ça a été présenté aux personnes, donc a retrouvé un quart des patients qui présentaient des symptômes de stress modéré à sévère et plus de 40% qui avaient une dépression concomitante. Ce qui montre bien comment cette maladie peut être invalidante.
Et parmi les facteurs de risque, donc les facteurs qu'on a retrouvés, on a trouvé que les troubles liés au stress post-traumatique étaient significativement plus élevés et plus graves chez les femmes. Le nombre de symptômes de troubles liés au stress post-traumatique était plus élevé chez les patients ayant souffert d'un COVID aigu grave. La proportion aussi était plus élevée chez les patients ayant fait l'objet d'un diagnostic psychiatrique. Donc, tout ceci fait dire que la sévérité des troubles liés au stress post-traumatique est liée donc à la gravité et à la longueur de l'épisode aigu. Mais ce qui m'a particulièrement donc marqué et que je comprends bien, c'est que on a retrouvé 34% de troubles liés au stress post-traumatique chez des soignants. Diapo suivante. Chez des soignants qui ont pris en charge des patients atteints de COVID aigu. 34%. Et ça me rappelle effectivement, j'ai dit que je le comprends bien parce que ça me rappelle lorsque nous étions dans la prise en charge des patients atteints de COVID dans l'accompagnement psychologique, on a pu constater que certains soignants étaient en état de panique totale face à ces personnes-là. Il était difficile dans les centres de prise en charge, il était difficile pour certains soignants d'exercer l'activité, mais bon, ils étaient obligés puisque ça fait partie de notre exercice professionnel. Donc, ça montre que on n'a pas nécessairement besoin d'être soi-même atteint de la COVID pour pouvoir présenter donc des symptômes de la santé mentale face à cette affection. Mais cependant, il faut noter qu'après l'apparition de la vaccination, cette incidence de syndrome de troubles liés au stress post-traumatique a considérablement diminué chez les soignants. Et ces résultats ont été donc répertoriés dans une revue systématique qui avait été faite pour évaluer les troubles de la santé mentale chez les personnes ayant présenté un COVID et qui donc on voulait évaluer les troubles de la santé mentale à 8 à 12 semaines après et on a pu retrouver donc ces chiffres-là chez les soignants. Enfin, diapo suivante, sur la base donc de l'échelle de suicidalité du MINI, on a vu quand même que 7,4%, donc on avait dit tout à l'heure plus de 5% de patients qui ont répondu positivement à un ou plusieurs items et 6 personnes particulièrement présentaient un risque actuel de suicide au moment de l'enquête, un risque de suicide modéré. Tout ceci donc témoigne de la gravité de ce syndrome post-Covid et de ses conséquences sur la santé mentale. Et puis enfin, on a les troubles cognitifs. Donc, je ne vais pas m'étendre, diapo suivante s'il vous plaît, je ne vais pas m'étendre dessus parce que ça avait fait l'objet d'un très bon webinaire d'ailleurs par une consoeur du neurologue du Togo. Et les troubles cognitifs se résument surtout à ce qu'on appelle le brain fog, donc le brouillard mental avec la fatigabilité intellectuelle, les troubles de la concentration et les troubles mnésiques qui peuvent être importants. Voilà donc pour les manifestations psychiatriques du syndrome post-COVID-19 ou du syndrome de COVID long.
Nous allons donc passer au deuxième point de notre présentation, qui est donc l'impact de ce syndrome de COVID long sur la qualité de vie des individus qui en sont atteints. Diapo, s'il vous plaît. Donc, l'étude faite aux États-Unis avec l'échelle Promise Global Health 10 questions a montré cette étude, lorsqu'elle a été faite entre 4 et 12 semaines après l'épisode aigu, a montré une dégradation de l'état général des personnes en comparaison avec les données de base. Une autre étude faite avec le short form 36 questions, donc échelle aussi d'évaluation de la qualité de vie, a montré après 8 à 12 semaines une altération de l'état de santé déclaré par les personnes dans tous les domaines par rapport aux normes de la population appariée et en fonction de l'âge. Une étude faite 6 mois après, diapo s'il vous plaît, une étude faite 6 mois après avec l'échelle EQ5D Eurocall 5 dimensions, qui mesure donc aussi la qualité de vie, a montré une différence significative dans la qualité de vie des personnes. Cette différence significative, bien entendu, et se faisait donc vers une dégradation de cette qualité de vie. C'est confirmé aussi avec l'échelle visuelle analogique qui montre donc une différence entre la qualité de vie globale des patients ayant présenté des symptômes persistants et ceux qui n'ont présenté aucun symptôme. Et on retrouve aussi une altération importante de l'état fonctionnel des patients parce que certains, bien que n'ayant pas présenté de symptômes en tant que tels, il n'y a que 30,8% qui ont déclaré ne pas se sentir limités dans leur vie quotidienne. Et une étude qui avait été menée sur 195 patients qui avaient un emploi avant leur hospitalisation a montré que 40% n'a pas pu reprendre son travail dans les 8 semaines qui suivaient la sortie en raison de problèmes de santé persistants ou d'une perte d'emploi. Et pour ceux qui ont pu reprendre le travail, un quart a dû réduire ses heures de travail ou modifier ses tâches pour des raisons de santé. Comme on a pu le voir, donc la COVID peut se compliquer par une fatigabilité importante, des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration, etc. Et peut atteindre tous les organes, donc ça va impacter la qualité de vie au travail de la personne. Et une cohorte chinoise donc, qui a été suivie à 1 an après l'infection aiguë a montré que si la majorité des individus a présenté une bonne récupération physique et fonctionnelle au fil du temps et a pu reprendre son travail et la vie initiale, ils ont estimé que leur état de santé est resté inférieur à celui des participants qui n'ont jamais eu COVID lorsqu'on les a paris pour l'âge, le sexe et les comorbidités. Voilà donc pour ce qui est de l'impact du COVID long sur la qualité de vie des personnes. Nous allons passer donc aux facteurs de risque. Qu'est-ce qui peut pousser une personne à présenter donc qu'est-ce qui donne plus de chances de présenter un COVID long? Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment plus de chances. Alors, c'est la gravité de la crise aiguë, on l'a vu, le sexe féminin, la présence de comorbidité,
des antécédents de troubles mentaux préexistants, anxiété, dépression notamment, ou d'autres difficultés d'adaptation, d'autres problèmes qui ont atteint la santé mentale de l'individu, l'élévation des marqueurs inflammatoires. On a pu noter que la détresse psychologique au début de la maladie était vraiment un facteur prédictif du développement du trouble du stress post-traumatique. Donc, la détresse psychologique importante au début de la maladie aiguë facilite l'évolution vers un Covid long. Ben, il faut dire que, comme je le disais aussi, la perception de Covid reste quelque chose d'assez négatif. Et donc, lorsque la personne présente Covid, elle se retrouve facilement en isolement social, ce qui va augmenter donc sa détresse psychologique. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà donc pour les facteurs auxquels il faut prêter attention pour éviter que la personne présente un Covid long. Alors, comment est-ce qu'on peut traiter? J'ai mis médicaments si besoin, donc on peut donner des anxiolytiques, des antidépresseurs. Il faut faire attention parce que la physiopathologie et la psychopathologie de la maladie à Covid n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Donc, il ne faut pas en rajouter. Il faut prendre, la prescription d'anxiolytiques et d'antidépresseurs doit être faite sous surveillance médicale et de préférence avec un spécialiste. Ensuite, mais ce qui marche vraiment, c'est un accompagnement psychologique et notamment les thérapies cognitives et comportementales qui sont des formes de psychothérapie qui visent à aider la personne à prendre conscience, à modifier ses pensées et ses comportements. Mais en travaillant donc sur ce qui est réellement présent dans sa tête, ce qui va lui permettre et de faire des exercices aussi qui permettent de le déconditionner de façon beaucoup plus positive. Et donc, comme je le disais, par rapport à l'isolement social qui est un facteur qui a été identifié comme facteur de risque, donc il faut un soutien intégré en santé physique et mentale, ce qui veut dire que ce qui implique qu'il y ait une collaboration interdisciplinaire dans la prise en charge des patients présentant un COVID, de sorte que ça va limiter l'évolution vers un COVID long. Mais lorsque il y a la personne présente un état de COVID long, il faut aussi faire une prise en charge interdisciplinaire avec des spécialistes aussi de la santé mentale. Au cours des formations, des sessions passées, lorsque j'écoutais les spécialistes parler donc, des différents organes atteints, je me rendais bien compte qu'il y avait toujours, et il le disait d'ailleurs, qu'il y avait toujours une détresse psychologique qui accompagnait. Donc, il est important d'associer une prise en charge psychologique. Donc, c'est pour ça que dans la prévention, j'insiste encore sur cette coopération interdisciplinaire. Il est important de repérer les patients à risque de façon précoce, de faire ce que nous appelons une psychoéducation. Et lorsqu'on a repéré ces patients à risque, il faut leur expliquer que au moment de la sortie, voilà les risques qu'ils peuvent avoir parce que dans le diagnostic dans la mesure où les troubles post-Covid ne sont pas des
des manifestations spécifiques à la maladie. Il y a une certaine errance thérapeutique, une certaine errance diagnostique d'abord, qui fait qu'on ne relie pas nécessairement les troubles présentés à l'état de COVID qui a été présenté par le patient. Et donc, cette errance diagnostique vient augmenter la détresse psychologique des personnes. Et donc, il faut aussi insister sur le soutien en santé physique et mentale qui va concerner à la fois, surtout pour la santé mentale, qui va concerner à la fois le patient et la famille pour limiter l'isolement social. Et enfin, il faut insister sur l'hygiène de vie qui est un élément important pour avoir une bonne santé mentale. Et parmi, dans l'hygiène de vie, donc, repose sur trois piliers, le sommeil, l'alimentation et l'activité physique. Mais compte tenu justement des manifestations et des complications cardiovasculaires et respiratoires, des limitations cardiovasculaires et respiratoires qu'on a pu observer avec la maladie, avec COVID, il faudrait que la reprise de l'activité se fasse progressivement et qu'elle soit adaptée à l'état de santé du patient pour ne pas créer d'autres problèmes. En conclusion, je dirais donc que l'épidémie de COVID elle-même a été un défi majeur pour les systèmes de santé du monde entier. Mais nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge parce que le syndrome COVID, en raison de son incidence et de ses manifestations, pose et continue de poser aussi un problème de santé publique majeur. Donc, parce que les manifestations du syndrome post-COVID, de par leur nature et leur accumulation, parce qu'ils touchent plusieurs organes, viennent altérer significativement la qualité de vie des personnes atteintes. Il est essentiel de recommander donc une collaboration entre les professionnels. Voilà. Je vous ai joint la liste, les références bibliographiques que j'ai utilisées pour faire cette présentation et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup à Dr Anomataki, qui est l'expert du jour. Merci pour cette présentation très enrichissante. Voilà, nous voyons donc des applaudissements donc des participants. En tout cas, grand merci. Donc, sans plus tarder, nous allons demander aux participants si vous avez des questions, des clarifications, des points d'éclaircissement que vous souhaitez que l'expert puisse vous partager. C'est le moment. Nous prions donc de lever la main et puis nous allons passer la parole. Également, s'il y a des personnes qui veulent partager des expériences connues lors de leur pratique, au regard donc de ce qui a été présenté, c'est le moment. Merci à vous. Ok, oui, Dr Oumar Traoré. Oui, merci beaucoup. J'ai des soucis de connexion sur ma tablette. Merci à la présentatrice. J'ai vraiment été une présentation très riche, très riche en informations et en partage de connaissances et compétences. Alors, moi, mes soucis par rapport à tout ce qui a été présenté, qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, le monde entier n'arrive pas à maîtriser cette pandémie? Est-ce que c'est par manque de partage? Est-ce que c'est par manque de connaissances dans la surveillance des maladies à potentiel épidémique? Est-ce que c'est d'autres choses? Vraiment, ça me donne des soucis. Si le monde entier ou bien l'Afrique peut vraiment faire des partages de compétences et de comment ils ont pu, par endroit, subvenir à maîtriser cette pandémie qu'ils peuvent nous partager.
Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Oumar. Docteur... Docteur Fanta Dabo. Comment? Docteur Fanta Dabo. Ah, Docteur Fanta Dabo, d'accord. D'accord, le nom de la caméra affichait Oumar Traoré, c'est ça. D'accord. Docteur Noumataki, est-ce que vous avez cerné la préoccupation de la participante? Vous voulez que je réponde maintenant? Oui, je pense peut-être que ça va, voilà, ça va peut-être répondre à la préoccupation des uns et des autres. C'est une question pertinente à laquelle c'est une colle aussi pour moi-même parce que, mais ce que je peux dire, c'est que ce qui pose problème avec la maladie à COVID, c'est que jusqu'à ce jour, on n'a pas encore on n'a pas encore compris tous les mécanismes physiopathologiques. Mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un virus et que j'ai envie de dire par définition, un virus est voué à muter. Et les différentes mutations viennent encore compliquer la compréhension de la maladie. Et un virus, ce n'est pas une bactérie. Comme on le sait en tant que professionnel de santé, vraiment, pour détruire un virus, c'est très, très compliqué. Ce n'est pas les antibiotiques, ce n'est pas les antiparasitaires, c'est très difficile de pouvoir détruire un virus. Et je pense que c'est ça qui pose problème dans la compréhension de la COVID et c'est ça qui vient aussi poser problème dans la COVID longue. Parce que lorsque je parcourais les différents documents, donc dans les mécanismes physiopathologiques de la COVID longue par rapport donc, aux troubles de la santé mentale, il était dit que c'est par nous savons tous que dans la COVID, il a été expliqué qu'il y a une espèce de tempête inflammatoire qui est le mécanisme essentiel. Et cette tempête inflammatoire va venir par la voie méningée, hématique, par les vaisseaux sanguins, va aller fragiliser donc les vaisseaux au niveau du système nerveux central et aussi, donc, le virus va progresser à la fois par la voie hématogène et par la voie neuronale, par le virus, par le nerf olfactique, puisqu'il passe par le nez, par le nerf olfactique et arriver au niveau du cerveau et va donc s'installer dans les neurones et entraîner une destruction des neurones qui va être à l'origine donc de ces nombreux troubles. L'autre élément aussi, c'est que donc cette destruction de neurones va perturber les échanges des neurotransmetteurs qui vont expliquer la maladie. Voilà ce que je peux dire. Je pense que la réponse la plus claire pourrait être peut-être donnée par les virologues. Mais c'est essentiellement parce que le mécanisme même de la maladie qui la rend difficile à contrôler. Merci, docteur. Merci, docteur. Est-ce que la participante, les éléments de réponse sont clairs? Est-ce que vous voulez encore d'autres points de clarification? Oui, merci beaucoup. Je suis très, très satisfaite de la réponse parce que la physiopathologie qu'elle vient de décrire, vraiment, c'est très, très clair. Mais si on pouvait, ma proposition encore, si on pouvait renforcer encore le secteur multisectoriel dans la surveillance,
Ça allait être un apport vraiment intéressant par rapport à tout le monde entier. Voilà, on allait faire vraiment des rencontres, même si c'est en ligne ici, hein, des pays frontaliers pour qu'on puisse renforcer les techniques ou les types de surveillance qu'il faut mettre sur place pour que vraiment qu'on puisse circonscrire, parce que vous venez de le dire que c'est un virus qui est difficile à maîtriser. Mais si on renforce la surveillance épidémiologique, je pense qu'on pourra faire mieux encore. Je vous remercie. C'est ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous pouvez baisser la main? Alors, il y a Madame Kaniatou Sidoué, docteur Kaniatou Sidoué, qui a levé la main. Vous avez la parole. Comme la présidente dit, vraiment habilité l'exposé et bien exposé. On ne vous entend pas. Vous ne m'entendez pas? Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, allô, allô. Vous pouvez vous rapprocher de votre micro? Allô? Oui, allô, on vous entend mieux. D'accord. Donc, je disais que je remercie, docteur, pour cette brillante présentation. Il nous a vraiment donné beaucoup d'informations. J'ai relevé deux choses, deux aspects qui m'ont fait m'interroger. L'aspect où elle a relevé le fait que le virus entraîne une inflammation généralisée des organes. Et par rapport à la prise en charge, qu'est-ce qui est fait? C'est vraiment, avec la figure qu'elle nous a montrée, c'est vraiment patent. Ensuite, je relève que dans la prise en charge, quand elle exposait la prise en charge, elle a vraiment insisté sur le fait que ce soit des spécialistes, des spécialistes. Bon, pour les malades qui sont à l'intérieur du pays, on sait que les psychologues ou les psychiatres ne sont pas vraiment toujours faciles à trouver. Qu'est-ce qui est fait? Est-ce qu'il faut vraiment ramener les malades à Abidjan, bien vraiment dans des grands centres pour pouvoir les prendre en charge? Donc, ça va au niveau même du généraliste, ou bien de l'infirmier même qui est dans le village, qui voit ce genre de cas, parce que effectivement, on a eu ce genre de cas dans notre district. On a eu des cas qui sont revenus après la COVID, nous dit non, j'ai toujours mal, j'ai toujours ci, j'ai toujours ça. On a peut-être eu essayer de leur expliquer que non, c'était pas ça, parce que nous-mêmes, nous n'avions pas encore les bonnes informations. On s'est dit non, peut-être que c'est une autre maladie, c'est une coïncidence, ce n'est plus la COVID, on t'a testé négatif, ou bien des choses comme ça. Donc, c'est pour voir un peu aussi l'aspect, penser un peu plus loin à ceux qui sont dans ces localités et qui peuvent ne pas avoir vraiment l'opportunité d'avoir des spécialistes dans la matière. Donc, je sais déjà que le programme de santé mentale fait un travail énorme, mais quand il n'y a pas de spécialistes en ce sens, je pense qu'il faut penser aussi à rendre ça un peu plus général, à former tout le monde par rapport à former tous les acteurs de santé par rapport à la prise en charge de ces cas-là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, docteur. Je pense que c'est plus des suggestions, mais si l'expert voudrait nous en dire plus. Merci beaucoup. Merci pour ces suggestions, justement, pour ces remarques. Mais ce que je voulais dire aux unes et aux autres, et aux uns aux autres, c'est justement, sans me faire le porte-parole de quelque chose, mais c'est justement le point de cette initiative IECO. C'est justement de pouvoir partager les connaissances, actualiser les connaissances des uns et des autres pour nous rendre plus performants et nous rendre favoriser la collaboration. Alors, l'épidémie à COVID-19 a eu ceci de particulier pour nous qui sommes de la santé mentale.
justement de mettre en évidence l'importance de cet aspect de la santé qui n'est pas suffisamment pris en compte. Madame Silué disait que le programme national fait beaucoup. Nous avons fait des directives en santé mentale. Le point essentiel et le point le plus important, peut-être que effectivement, en parlant des thérapies cognitives et comportementales, j'ai parlé de spécialistes. En parlant de prescription, j'ai parlé de spécialistes. J'ai dit simplement qu'il faut se mettre en rapport. Et cette plateforme est bien arrive à point nommé pour permettre justement d'avoir des informations beaucoup plus pertinentes et avoir des orientations de traitement. Mais ce que je voulais dire, c'est que la base même de la psychothérapie, etc., c'est ce qu'on appelle donc la relation soignant-soigné. Lorsque nous allons mettre en pratique ce que nous avons appris en psychologie médicale et que nous allons prendre le temps d'écouter un patient et de lui expliquer ce que nous savons au point actuel, mais surtout de prendre en compte ses préoccupations et lui donner une réponse par rapport à ses préoccupations, je pense que ça, tout soignant est capable de le faire. C'est quelque chose qui apaise. Lorsque quelqu'un vient te dire, mais je ne comprends pas, depuis que j'ai eu Covid, là, je suis fatigué, je ne peux rien faire, j'ai mal à la tête, je ne comprends pas, etc. Il ne faut pas botter en touche. Comme on a tendance à le faire, oh, pardon, quitte là, c'est pas Covid, depuis là, tu as eu ça, donc tu veux dire que tout c'est Covid. Il faut avoir déjà l'humilité de reconnaître qu'on ne sait pas tout. Et puis, maintenant, prendre en compte cette préoccupation pour pouvoir rassurer le patient. Et c'est ça qui va l'apaiser. L'adresser à un spécialiste, ça peut être une solution, mais c'est essentiellement en communauté, etc. Parce que moi, je travaille pas mal en communauté. C'est ce que j'ai appelé la psychoéducation, là. C'est ça qui est important parce que aujourd'hui, par exemple, on a l'information que après la COVID, on peut présenter des difficultés qui vont atteindre les différents organes. Donc, on va recevoir le malade, on va l'écouter, on va évoquer cette possibilité-là, on va explorer parce que l'absence de réponse vient augmenter les troubles de la santé mentale, en fait. Si je ne sais pas ce que j'ai, on est en Afrique, hein, chez nous ici, là, c'est que souvent ce sont les sorciers qui sont en train de me manger. Et bon, quand on a cette idée-là, le niveau d'anxiété va augmenter. Le niveau d'anxiété augmentant, les troubles physiques vont augmenter parce qu'il y a un lien entre la santé psychologique et les troubles physiques. Voilà, docteur Kofi, ce que je voulais ajouter et répondre. Merci. Merci beaucoup, docteur. Je pense que Mme Siloué, c'est clair. L'orientation, merci. Le sujet suscite beaucoup d'intérêt. Je vois beaucoup de mains encore levées. Il y a Maman Saki, docteur Nekouresi, qui a levé la main. On va lui passer la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci vraiment à notre intervenant. Moi, ce ne serait pas une question, mais c'est toujours des réflexions. Je m'excuse, je prends une minute peut-être un peu longue. Ça fait plusieurs sessions auxquelles je participe et toujours il me revient les mêmes observations. Ici, notre expert a montré l'importance de la prise en charge holistique du patient. Notre expert a montré aussi l'humilité qui doit habiter tout prestataire dans la prise en charge du patient. Ici, on parle de COVID long, on parle des syndromes cognitifs ou quoi, mais ça répond toujours aux questions de tous les malades. Je voulais proposer à notre communauté, dont l'expertise à l'INSP, de voir quelles sont les leçons que nous pourrons tirer de toutes ces informations pour aider le ministère peut-être à améliorer ou restructurer le système de santé. Ça peut être pour la Côte d'Ivoire et pour tous les autres pays. Quelqu'un en a parlé. Comment travailler ensemble pour améliorer la prise en charge.
Parce que après cette grande pandémie de Covid qui n'a pas encore dit son dernier mot, comme elle vient de le dire, est-ce que nos systèmes de santé ont amélioré leur capacité de prise en charge, tant sur le plan des ressources humaines que tout sur le plan de tout ce qui doit être dans une structure pour que le patient se sente bien? C'est pas évident, c'est vrai que l'État fait beaucoup d'efforts, mais à partir de tout ce qu'on a vu dans tous les domaines concernant la COVID, on peut faire des propositions ou, je ne sais pas, comment organiser nos services pour que le patient soit la première ressource à prendre en charge. Je le dis parce que on a un certain âge et nous tous, nous sommes appelés à aller fréquenter les structures de santé. Ce n'est pas du tout évident. Notre expert vient de le dire, le patient qui arrive et qui se plaint d'un signe, c'est à nous, les professionnels de la santé, de l'amener à comprendre même son signe. Mais ce qu'on constate de plus en plus, c'est le patient qui pose le diagnostic pour nous. Et on le soigne en fonction de son diagnostic qu'il a posé. Vraiment, je souhaiterais, si on peut mettre en place des équipes pour essayer de faire des propositions à nos ministères pour que le système de santé soit de plus en plus performant à partir de la pandémie à Covid. Il y a beaucoup de leçons à tirer. Et comment travailler de manière holistique et comment travailler de manière, comme on dit, elle a dit le mot tout à l'heure, mais j'ai oublié d'écrire, une prise en charge globale avec tous les experts qu'il faut, comment faciliter l'accès aux professionnels de santé. Quelqu'un l'a dit, tout le monde ne réside pas dans la capitale et même dans la capitale, on n'a pas tous les moyens nécessaires. Mais vraiment, comment aider? Parce que ceux qui participent à ces formations, qui devraient être des plateformes pour que tous les prestataires viennent s'informer au jour le jour, on se rend compte qu'il y a 2, 3 personnes et ce n'est pas toujours dans la même structure et chacun écoute, chacun va dans son petit coin, mais on ne prend pas le temps d'être ensemble et voir comment aider les patients. Je m'excuse d'être un peu longue, mais je pense que nous ne sommes pas là pour écouter, mais nous sommes là pour qu'il y ait des résultats concrets pour notre système de santé. Je m'excuse et je vous remercie. Merci beaucoup, Maman Saki. Merci pour ces contributions. Je pense que l'équipe projet de l'INSP, avec à sa tête le Dr Kwasi, prend note et nous réfléchissons d'ailleurs comment est-ce que toutes ces propositions devraient être prises en compte, bien sûr, pour améliorer la santé de nos populations. Je ne sais pas si l'expert aussi voudra ajouter quelque chose sur ce point. Merci, tout a été dit et bien dit. Parce que ce que Maman Saki vient de dire rejoint ma vision. C'est d'abord, pour moi, c'est d'abord une question individuelle. Question individuelle, c'est-à-dire que comment nous nous approprions ce qui est dit et qu'est-ce que nous faisons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette plateforme permet aux spécialistes d'arriver au fin fond de la brousse, dans toute l'Afrique, dans le monde entier. Des spécialistes qui viennent partager des connaissances, etc. Mais c'est une mise en relation qui peut permettre à chacun, après, de travailler, de s'approprier ce qui est dit, de travailler, d'approfondir et de pouvoir continuer et s'améliorer sur le plan professionnel. Au-delà de ce que peut faire l'État, c'est un investissement personnel, professionnel, dans lequel chacun doit se plonger et pouvoir améliorer sa pratique. Comme aime dire Dr Kwasi, c'est une plateforme pour nous permettre d'améliorer nos pratiques. J'ai fini. Merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres mains, d'autres préoccupations, d'autres suggestions d'ailleurs? Monsieur Kosonou, Monsieur Didier Adengra, est-ce que vous êtes avec nous? Bon. Oui. Je pense qu'il n'y a plus de personnes. On va peut-être tirer vers la fin de la clôture. Donc, OK. Donc, on va te laisser la parole déjà pour annoncer les prochaines étapes et puis dire ton mot. Ah, d'accord.
OK. Donc, vraiment, merci beaucoup à tous les membres de la communauté. Merci également à notre experte, si on peut lui envoyer des signaux. Voilà. Merci beaucoup à Dr. Mataki pour cette belle présentation très enrichissante. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup appris avec toutes les informations de ces études qui ont été menées avec des données hein, vraiment euh, des données d'actualité qui mettent vraiment en avant des signes chez des soignants. Et je comprends pourquoi nos professionnels ne veulent plus entendre parler de la COVID long, parce que même lorsque nous envoyons les sensibilisations, beaucoup ne veulent même plus prendre part à ces séances, alors que elles sont vraiment importantes vu que les séquelles persistent. Et comme notre cher René l'a dit, il y a lieu de mener une réflexion sur les leçons apprises de la COVID. Donc, nous prenons bonne note de toutes vos suggestions et nous allons faire cas de cela au comité scientifique qui pilote ce programme. Et juste vous dire qu'on va se donner rendez-vous euh, le 8 août. Ça sera la session de la Côte d'Ivoire. On a fait une session spécialement pour les professionnels de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, ils ne se connaissent pas. Voilà. Beaucoup ne se connaissent pas. C'est quelques-uns qui se connaissent. Et en plus de cela, nous avons une session Afrique francophone où là-bas, il y a quand même assez de personnes qui viennent. Donc, nous voulons inviter les professionnels de la santé de la Côte d'Ivoire à s'intéresser à ce programme parce que on a constaté que les séquelles sont encore là. Les séquelles de la COVID long, COVID-19 sont encore présentes. Donc voilà, on se donne rendez-vous le 8 août avec le professeur Aoui du CHU de Cocody qui suit des malades et qui va venir nous partager le cas des patients qui sont suivis concernant la COVID long et les séquelles respiratoires. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Nous vous invitons à faire le feedback qui est dans le chat. Donc, on demande au IT de mettre le lien du feedback, c'est important. Nous avons dit qu'à la fin de cette formation, en décembre, il y aura des certificats. Et ceux qui auront vraiment participé à ces formations, on a donné les critères, auront droit à ce certificat. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous nos experts. Dr. Mataki, ma partenaire de tous les jours. Voilà. Maintenant, Dr. Mataki, on a fini. Maintenant, il y a beaucoup de cas de suicide en Côte d'Ivoire, là. Pardon. C'est quoi? Est-ce que vous êtes en train de faire une étude par rapport à ça? On a fini la session. Le programme national de santé mentale travaille à ça parce que d'accord. C'est une Ces derniers temps, il y a trop de question importante, mais bon, il y a beaucoup de soucis. Mais vous voyez, toutes ces problématiques-là, qui viennent, on ne sait pas en fait, on ne sait pas ce qui se passe chez les gens, mais ce n'est qu'en s'ouvrant avec aux personnes qu'on peut savoir ce qu'elles vivent et qu'on peut les aider. Donc, moi, j'invite chacun, justement, chaque professionnel à en parler à son collègue pour dire, bon, c'est intéressant, venez, il y a des choses intéressantes qui se passent avec les formations IECO qui évoquent beaucoup de sujets qui peuvent nous permettre de savoir et de comprendre. Ce que j'ai tendance à dire, par exemple, quelqu'un qui a une hypertension et qui a une tension instable, une hypertension qu'on a du mal à traiter. Je me rappelle lorsque je faisais les formations à l'époque, après la crise, les médecins ne voulaient pas venir et je disais ça. Quelqu'un qui a une tension instable, tous les lundis matin, il est assis. Je te dis, mais attends, est-ce que j'ai fait des études de médecine? Mais prends du temps pour parler avec cette personne. Et il y a un médecin qui a essayé. Là, mais quand moi je dis parler, malheureusement, ce n'est pas à la consultation habituelle que tu peux recevoir cette personne. Quand tu te rends compte qu'une personne semble présenter des troubles psychiatriques, tu lui donnes rendez-vous, notamment l'après-midi, parce que les matins sont assez chargés à l'hôpital. Tu prends ton temps, tu vas lui parler, vous allez échanger 1 heure, 1h30, mais je vous assure que cette discussion-là
aide beaucoup. Et généralement, après, la personne ne vient pas. Et ce médecin l'a essayé. Et voilà, comme il dit, dans la communauté, le vieux, c'était genre un notable, passait son temps, dit, le docteur, il est petit, mais il connaît. Donc, ça l'a beaucoup aidé. Voilà. Et En tout cas, le monsieur n'est plus revenu. d'accord. Belle anecdote. Voilà, Je il vais est petit, prendre mais il du temps connaît. sur ton temps pour dire qu'il faut pas, il faut en parler, il faut sensibiliser, il faut interpeller les confrères et les collaborateurs à venir s'associer à cette plateforme qui permet à l'information d'aller loin. En tout cas, merci beaucoup. Merci à notre experte. Merci à Dr Kofi, qui a assuré la facilitation malgré l'instabilité de la connexion. Et puis bon, on se dit au revoir à la prochaine séance, le 8 août, avec le professeur Aoui du CHU de Cocody. Merci. Ouvrez vos Merci. caméras. Ouvrez vos caméras, voilà. Ici de la main. Merci, merci. Vous avez passé un bon après-midi et puis on se dit à la semaine prochaine. Merci. Ok, merci à tous. Merci.